Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Loin des yeux, près du phone. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs points importants avec la question du centre de formation et puis peut-être la participation au Trophée du Futur du 22 au 24 mai à Antibes, les questions relatives au sport pro avec Crawford qui nous rejoindra tout à l'heure, et puis des questions administratives avec Yves Martinez. Nous nous excusons encore pour notre dernier live qui a été avorté en raison de problèmes de micro. Cette fois-ci, tout se passe bien, vous devriez nous entendre et nous sommes ravis que vous puissiez nous suivre depuis Beaublanc. Alors Claude, on va commencer tout de suite avec un point sur les espoirs parce que c'est le prochain match que l'on va disputer. Ils joueront samedi à 14h30 contre Pau-Orthez pour le dernier match des phases régulières. Donc est-ce que tu peux nous faire un petit point global de la saison des espoirs, les U18 et puis l'organisation du centre de formation? Oui, bonjour à tous. D'abord, cette saison a été une saison quand même très spéciale. Par rapport à ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire la Covid. Moi, je suis très partagé sur le bonheur que j'ai eu cette saison. J'ai été très triste pour les U18. Alors, il faut savoir, dans le centre de formation, il y a deux entités. Il y a l'équipe des U18 et l'équipe des U21. Les U18, c'est ce qu'on appelait avant les cadets. Et malheureusement, les cadets n'ont pas pu disputer de compétition depuis le mois de novembre. C'est-à-dire que les gamins ont pu s'entraîner parce que tous les gamins qui sont en centre de formation sont considérés sur une liste d'athlètes de haut niveau, donc avec la permission de s'entraîner. Mais en U18, il y a des clubs qui ne sont pas athlètes de haut niveau, ce qui fait qu'on ne pouvait pas faire des compétitions puisque la partie amateur, puisque nous on fait partie des pros, la partie amateur n'avait pas le droit de jouer. Donc les gamins, on a eu la chance énorme de pouvoir les entraîner, parce que par rapport aux équipes amateurs et tout. Mais pour moi, le fait de ne pas jouer le dimanche, c'est comme un artiste. Hein. Un artiste, il répète ses gammes, que ce soit un musicien, un peintre et tout, il répète ses gammes. Mais il faut que la toile ou la chanson soit achevée. Et nous, ce qui nous a manqué, c'est la vitrine, c'est-à-dire le match le dimanche. L'esprit de compétition, les gamins, eux, ils se motivent toute la semaine à s'entraîner, mais s'ils n'ont pas la récompense de pouvoir jouer le dimanche, pour eux, c'est un gros manque. Donc cette équipe cadet qui était, ma foi, assez costaud et tout, et surtout pleine d'avenir, on a eu cette chance, nous, d'avoir une équipe U21 qu'on a voulu exprès très jeune. C'est-à-dire que dans tous les cadets que nous avons, il y en a qui avaient déjà le talent et les fondamentaux pour pouvoir jouer en espoir. Ce qui fait que, qu'est-ce qui s'est passé? Nos U21, on joue à l'heure actuelle avec 4 cadets, 4 U18. Et ça, il y a très peu de clubs qui le font, surtout que dans ces 4 U18, il y a un première année, c'est-à-dire que le môme, il a 15 ans. On a 2 deuxième années, ils ont 16 ans. Et on a un troisième année qui a 17 ans. Et en plus, ils participent énormément, ils ont du temps de jeu en espoir, ce qui nous a permis un peu quand même d'avoir cette réjouissance de les voir jouer. Pendant que les autres, le dimanche, ils s'entraînaient, ils pouvaient même pas venir voir les matchs. Donc tout ça a été un côté un peu négatif, mais le côté positif, c'est quand même tout ce qui s'est passé avec le U21. D'abord, pourquoi on a eu cette progression d'une année sur l'autre? D'abord, je crois que l'arrangement qu'il y a eu et la collaboration qu'il y a eu avec les pros a été vraiment très intéressante. Parce que moi, il y a un jour, je suis arrivé dans la salle à l'entraînement des pros. Les pros avaient des soucis de blessure, avaient des soucis de maladie. On ne va pas revenir sur la maladie, laquelle. Et je regarde et il y avait 5 joueurs des espoirs qui s'entraînaient avec les pros. Ça veut dire que notre politique à l'heure actuelle en espoir est de se dire on ne va pas faire à tout prix du résultat, mais on va faire progresser individuellement chaque joueur. Et quand les joueurs progressent individuellement
rapidement, le collectif est obligé de suivre. Plus vous avez des bons fondamentaux, plus vous avez des chances de gagner parce que vous savez faire une bonne passe, vous savez bien dribbler et tout. On a mis un gros thème par rapport aux autres années, c'est l'adresse. Moi, mon gros défaut dans le basket moderne, chez les jeunes, je trouve c'est ce manque de ce que je vais appeler les mains. Et nous, on va spécialiser un peu notre futur sur cette formation de... On peut me dire ce qu'on veut. Le but du basket, c'est de mettre un panier. Et le panier, c'est peut-être le sport collectif le plus dur parce que le panier, il est en hauteur. Et faire comprendre ça à des jeunes qui travaillent, que c'est le dernier geste, il doit être quelque chose de très contrôlé et tout. Donc on a beaucoup mis. On a la chance aussi, et ça je tiens à le dire, avoir un trio d'entraîneurs qui est vraiment excellent, qui se complète très bien. Arnaud Tessier, Julien Mahé, Clémentin Alix font un travail extraordinaire et ils ont eu l'adhésion de nos jeunes. Donc ça a été vraiment quelque chose de bien. Comment je vois l'avenir ? L'avenir, pour moi, ça fait des années qu'on parle d'avenir dans le centre de formation du CSP. On ne va pas se vanter, on ne va pas se dire... Le CSP, il y a un temps, il y avait un centre de formation parce qu'il en fallait un. Donc là, ça a complètement évolué grâce à la nouvelle équipe, je le dis ouvertement, grâce à la venue de Crawford, où là, tout le monde tire dans le même sens. Alors bien sûr, on va me dire, mais pourquoi, par exemple, on ne fait pas rentrer des jeunes comme Badr ou comme... Je vais répondre très simplement. La marche entre espoir, Badr, il est encore que deuxième année. On fait rentrer en deuxième année. Tim Krusel, n'oubliez pas que personne n'oublie, c'est un espoir, deuxième année. Et ce qu'on veut faire, on s'est aperçu qu'il y a un trou. Lorsque je vais dire la finition de la formation en France, il y a un trou. C'est entre 19 ans et 21, 22 ans. Je pense qu'on a trouvé la solution. On l'a trouvé avec Timothée Basile. On va essayer, des gens qui ont maintenant la possibilité de jouer, de les faire jouer dans une équipe de Pro B ou une Nationale 1 pour qu'ils aient du temps de jeu. Il est normal que les entraîneurs, beaucoup d'entraîneurs, soient un peu frileux pour faire rentrer un jeune, parce que les matchs ont une telle importance, il y a une telle pression. Il y a très peu de jeunes, il y en a 5 ou 6 dans les espoirs qui réussissent à voir leur place régulièrement. Je ne vais pas vous les citer, il y en a même qui sont partis en NBA. Nous, on a trouvé cette solution d'essayer, je vais dire, de trouver un club support pour finir de faire éclore nos jeunes. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui va être très important et c'est un peu l'avenir du club. Là, écoutez, j'aurais jamais cru ça au début de saison, vu la jeunesse de notre effectif. Ce que je voudrais faire remarquer aussi, c'est que dans chaque catégorie d'âge, on a pour nous, on ne va pas les citer, parce que après, les jeunes, si vous leur donnez trop, ils prennent la grosse tête et après, c'est très compliqué. On a dans chaque catégorie d'âge un jeune qui, pour moi, et pour Crawford, et a le potentiel pour jouer pro. Et pour jouer pro au CSP. Et quand je verrai ça, moi je me dirais, Claude, tu as participé à quelque chose de bien. Et petit à petit, c'est en train de revenir. Alors toi, en tant que directeur du centre de formation depuis 2 ans, en gros, si on veut faire un bilan, tu imagines on a refait des fondations, qu'elles sont solides, et que sur ces fondations-là, il y a une construction qui va se faire, et petit à petit, les joueurs vont éclore, et on va, en tout cas, sur la direction qui a été choisie, on va vers le bon sens. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait, grâce à la coopération avec les pros, parce que tous les responsables pros comprennent que les jeunes talents, il faut leur donner une chance à un moment donné. Là, il y en a plein qui s'entraînent avec les pros. Ça, c'est un plaisir pour moi, vraiment. Et puis, cette définition que nous avons eue pour que dans chaque catégorie d'âge, il y ait vraiment un joueur dominant. Je me répète, je ne veux surtout pas les nommer, mais n'importe comment, il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Moi, mon but, puisque c'est ma dernière saison là, j'ai lancé le truc... c'est un scoop.
c'est un scoop là pour les gens qui nous regardent. Ils apprennent que tu arrêtes la direction du centre de formation cette année. La direction du centre de formation, j'ai fait des allers-retours très réguliers. Ça fait combien de temps que tu œuvres au centre de formation? Depuis, j'ai commencé avec Stéphane Dumas. Oui, donc, et là, j'étais entraîneur avec Robert Pérez, que je salue s'il nous regarde, qui est un formateur extraordinaire. Donc, quelques années, et du coup, là, tu as décidé de mettre un terme à ta carrière de directeur de centre de formation à l'issue de cette année. Tout à fait, j'ai 73 ans, je suis fatigué, je le dis honnêtement. Les gens ne se rendent pas compte de ce que représente le boulot d'un centre de formation. Heureusement que j'ai des gens autour de moi capables et dévoués, mais nous, notre gros problème, c'est tous les jours de gérer l'imprévu. Je prends un exemple, là, il y a eu un petit problème avec Yasmin qui a été malade brusquement, hospitalisation et tout, on est tous sur le pont, là. Donc, les études, tout ça, c'est quelque chose de compliqué. Donc, je resterai au club parce que, voilà, ça fait depuis 76, donc ça serait compliqué de faire autrement. Je serai toujours un défenseur de la formation. Mais justement, je voulais profiter pour remercier le club aussi par la confiance qu'il m'a accordée. Et puis surtout dire que je crois que même au bout du monde, je suivrai le CSP toute ma vie. Voilà. À plus court terme, il y a ce match de samedi, même si par rapport à ce que tu dis, l'important c'est la formation et pas forcément le résultat sportif, il n'empêche que pour des jeunes sportifs, il reste toujours la carotte d'une finale, et donc cette finale c'est le trophée du futur. Ce match que l'on joue contre Pau Orthez samedi... Contre qui? Pau Orthez, moi je ne dis pas trop fort. Quels sont les enjeux et quelles sont les perspectives? Les enjeux, le premier enjeu, c'est de battre Pau. D'accord. Moi, écoutez, vous demandez au plus vieux, à un des plus vieux du club, je ne vais pas leur dire faire un beau match contre Pau. Je m'en fous qu'on fasse une scrub à la fin, du moment qu'on gagne le match, moi c'est parfait. Si on bat Pau, on est sûr d'aller au trophée du futur. D'accord. Ce qui serait vraiment, on y a été il y a 3 ou 4 ans. C'est une récompense, quoi. Une récompense. Quand Mehdi était là, il nous a amené au trophée du futur. Et voilà, et ça, je n'en serai à jamais reconnaissant parce que on avait une équipe qui avait pas super vedette, mais qui jouait très bien au basket. Et puis en plus, là, les gamins se sont donné une mission parce qu'on est parti de très loin. On est parti très loin avec cette équipe. Le fait qu'il y en ait plein qui s'entraînent avec les pros et tout, ça a fait progresser. Ça leur a donné aussi, parce qu'il y a ce qu'on peut appeler aussi le centre de formation, le championnat par lui-même, il lui manque quelque chose. C'est la soif de victoire, parce que tu gagnes, c'est bien, tu perds, c'est bien, tu es sûr de ne pas descendre. Donc, il y a cette habitude aussi qu'ils ont pris avec les pros de dire « je vais baigner un petit peu, je ne vais pas me laisser faire », et je vois que ça a porté ses fruits. Donc, si on bat Pau, on va au trophée du futur. Si malheureusement, des fois, Pau était dans un état de grâce, ce qui m'étonnerait, on pourrait quand même se qualifier si Nanterre bat Le Mans. D'accord. Mais là, c'est si ma tante en avait... Et Nanterre Le Mans, c'est en même temps? Oui, c'est la même heure. C'est la même heure. Donc, on rappelle, 14h30 samedi, diffusé sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Tout à fait. Et donc, toutes les personnes qui souhaitent voir le match des espoirs contre Pau pourront suivre le match. Donc, toi, tu vas aller... T'as bien envie d'aller en Antibes, j'ai l'impression. Moi, Antibes, c'est ça, un retraité, normalement, il va au soleil. Oui, mais enfin, je verrai après qui on va, parce que Antibes est une récompense. Les conditions financières que vous allez parler, je suis très réaliste de ce que nous vivons, ce que les clubs vivent. Je sais que c'est pas toujours facile, que vous avez un travail de dingue pour trouver les vépettes, hein, c'est comme ça qu'on dit. Oui, je pense qu'avec Olivier, qui va sûrement me succéder à la direction, Olivier Chaume, qui est un mec extraordinaire, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Patrice Massot et Olivier Chaume, et puis avant avec des tas de gens que je salue, et on va peut-être y aller en voiture privée, et
Alors, et on couchera au casino. C'est l'équipe est sauvage. Ok, écoute, merci beaucoup, Claude. C'est moi qui vous remercie. Et puis à samedi alors. À samedi. Merci. Nous continuons avec Crawford. Bonjour Crawford. Bonjour Pierre, bonjour Yves. Pour faire un point sur l'équipe pro. Parce que même si on est aujourd'hui le 5 mai, il n'empêche qu'on a quand même une moitié de championnat à faire encore. Donc beaucoup de matchs. Donc est-ce que tu peux nous faire un petit bilan à mi-saison et puis les perspectives sur cette fin de saison? Non, c'est quelque chose, la saison qu'on est en train de vivre, on sait tous que ça a été compliqué, qu'il y a eu beaucoup d'ajustements au fur et à mesure. Je sais qu'on a tous tendance à regarder les classements et pour voir les évolutions des uns et des autres, notamment le nôtre, le CSP. Mais moi, je reste le mot c'est pas dubitatif, mais ce classement pour moi, pour l'instant, il ne reflète pas forcément des vrais positionnements des équipes. Forcément. Il y a des gros décalages dans le nombre de matchs joués, il y a des équipes qui ont joué certains adversaires et pas d'autres. Donc le bilan, il faut vraiment le faire à la fin. Mais là où on est maintenant, on est bien placé par rapport à nos objectifs de début de saison qui est le top 8. Je pense qu'on peut mieux faire. On reste quand même assez régulier dans les performances. Il y a des matchs qu'on n'a pas gagnés, qu'on pense que c'était des matchs prenables. Il y a d'autres où on était plutôt surprenants. Maintenant que l'équipe est stabilisée, on espère avoir fini ou presque avec le Covid, même si on n'est jamais à l'abri, comme toutes les équipes. Mais avec on va réincorporer, je sais qu'on va en parler après, mais on va réincorporer Ludo, j'espère rapidement, et Jerry peut-être dans un deuxième temps, dès qu'il est négatif du Covid et qu'il puisse faire son remise en route. Mais globalement, je pense qu'on peut être satisfait de là où on en est, mais pas complètement. On sait qu'il reste beaucoup de travail, il reste à peu près un peu plus que le tiers des matchs à jouer. Ça va s'enchaîner, des blessures, on risque d'en avoir d'autres, il va falloir être prêt comme on a été jusque-là à s'adapter avec des joueurs présents. Mais là, on a des matchs intéressants qui arrivent pour nous. J'aimerais, comme nous tous, enchaîner une petite série, mais ça va passer par Chalon déjà ce samedi qui vient. Tous les matchs, on l'a vu. C'est un championnat très, très étrange. Tout le monde est capable de battre tout le monde et n'importe qui un soir donné. Donc il faut être vraiment focalisé chaque soir de match pour appliquer les consignes, pour amener de l'énergie qu'il faut et gagner les matchs les uns après les autres. Donc justement sur ce match contre Chalon, alors plusieurs interrogations forcément que l'on a tous. Tu nous disais Ludovic encore incertain, c'était une petite blessure au mollet. Jerry aussi incertain en fonction des résultats des tests. On a Bruno quand même et Magier qui sont maintenant intégrés à l'équipe depuis un mois. C'est une satisfaction, j'imagine, pour toi en tant que directeur sportif et puis aussi pour le jeu. Qu'est-ce qu'ils apportent à l'équipe et comment ils ont un peu modifié le fonctionnement? Non, mais c'est très clair. Le racket a beaucoup changé. Match Lamp, c'est un joueur très différent dans le jeu que Jerry, avec tout l'impact que Jerry peut y avoir. Je pense que ça a amené un peu de sérénité quelque part. D'avoir avec Bruno qui a du talent, qui a une envergure, qui amène de l'énergie, qui est un aspect, quelque chose qui nous manquait quelque part, un aspect athlétique qui nous manquait peut-être à ce poste-là. Et puis Mathieu c'est un vrai joueur de basket. C'est un vrai intérieur avec des habitudes, un vrai professionnel qui prend le devant au bout d'une semaine, c'était lui qui expliquait les systèmes aux plus jeunes, aux gens qui étaient là, ou des petites touches, des choses à amener techniquement qui je pense qui nous aident beaucoup. Ça devient déjà un relais pour le coach. Mais en même temps, on récupère Nico au bon moment. Donc il y a des choses qui sont en train de se passer qui font que je pense qu'on peut être optimiste pour la fin de saison. Alors c'est important, tu parles de l'expérience de Magier, c'est important cette expérience parce que pour tenir un vestiaire, sur ce que ça peut apporter aussi aux plus jeunes joueurs, malheureusement on a perdu le Roméo qui jouait ce rôle-là. Est-ce que tu peux nous dire un mot à propos de sa carrière et puis de son départ? Non mais Roméo, je pense, je l'ai déjà dit mais je vais le redire.
Quand on a perdu, on oublie presque qu'on a démarré la saison avec DeMarcus Nelson, qui était contrainte pour des raisons personnelles de ne pas revenir à un moment très compliqué pour nous dans la saison. Donc il y a quelques matchs et ça a eu un gros impact sur la campagne européenne déjà. On a pu récupérer Speedy Smith un peu dans l'urgence. On attend encore beaucoup de lui, beaucoup plus de lui, et on espère que ça viendra rapidement. Mais sinon, autour de Roméo, la seule blessure qu'on aurait pu craindre que c'était vraiment quelque chose de grave. Ça a été quand même assez contraignant pour lui. C'était une décision personnelle de sa part, à un moment donné, de se dire, il a 36 ans, presque 37, il a décidé qu'il allait arrêter là. Il avait sa femme et ses 4 enfants aux États-Unis. Donc plutôt que de rester là et de continuer à se réhabiliter, je crois qu'il n'avait pas l'énergie pour ça. Mais sa venue, il nous a apporté sur une courte période, malheureusement, cette présence dans le vestiaire qu'on avait perdu avec DeMarcus. Il y a 2-3 matchs que moi j'ai en tête où cet impact dans le vestiaire, dans sa manière d'amener des choses, de motiver des gars, que ce soit à la mi-temps, que ce soit avant les matchs, c'était un vrai impact en dehors de ce qu'il a pu apporter sur le terrain. Et donc il est entré aux States et je le remercie encore, comme j'ai pu le faire l'autre jour sur les réseaux, mais c'est quelqu'un que moi j'apprécie énormément. Il a apporté ce qu'il a pu sur la période qui était là. Maintenant, on est obligé de passer à autre chose, mais on a pu le remplacer avec Bruno qui nous amène. C'est complètement autre chose. C'est de la jeunesse, c'est plus athlétique, il nous a dépanné sur le poste 5 à un moment donné, un peu comme Romeo était censé faire. Mais maintenant, on est parti sur autre chose. Et bon, après, j'imagine que toi, en tant que directeur sportif, il y a une petite satisfaction de dire qu'on a pu attirer quand même 2 anciens MVP des playoffs, un joueur NBA et puis un joueur hyper référencé avec Magier. Ça veut dire que Limoges reste encore attractif pour ce type de joueur. Ouais, c'est très clair, je pense. Il y a plusieurs aspects. Il y a la réputation et l'historique de Limoges qui fait qu'un match à Lampe il nous l'a dit plusieurs fois, c'est son plus petit contrat depuis qu'il commence à jouer au basket. Il nous a bien fait comprendre, mais il n'est pas là pour ça. Je crois qu'il est là parce qu'il a envie de jouer. Et c'est le standing du club par le passé. Je pense aussi notre façon de travailler actuellement, où c'est un basket assez structuré. C'est pour la même raison que les représentants de Bruno Caboclo nous ont choisi entre guillemets pour lancer Bruno, pour l'adapter à l'Europe, parce que c'est pas l'argent qui l'a fait venir, je vous assure. Donc et ces choses-là, c'est vrai que c'est quelque chose on peut être content de ça, d'avoir des joueurs comme ça qui quand ils sont appelés par Limoges, ils sont tout de suite intéressés. Et après, il y a le travail derrière pour les convaincre de venir et finaliser. Mais on reste un club attirant, je pense qu'on peut se féliciter, mais bon, c'est un travail qu'il faut continuer. Alors on en revient au terrain, avec ce match contre Chalon samedi. C'est un peu atypique, en fait on les a joués mardi, on les rejoue samedi, c'est un peu une configuration play-off. Est-ce que ça change quelque chose dans la préparation, dans la façon d'aborder le match? Certainement, au lieu d'aller chercher les derniers matchs contre d'autres adversaires, voir des images d'un match que nous on a fait contre eux il y a 1 mois ou 2 ou 3, on les connaît, le scouting c'est plus facile, d'une part parce que c'est un travail qui est déjà fait, mais je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ce match qu'on vient de faire l'autre soir, mardi soir, parce que des 2 équipes, je pense il y a beaucoup de choses à mieux faire, et ça va être intéressant de voir les ajustements des coachs, des touches apportées, que ce soit défensif ou offensif. Mais moi je trouve que c'est assez intéressant, ça veut dire qu'on a un condensé, et c'est vrai, les playoffs, s'ils ont lieu cette année, ça va être une autre formule, ça va être différent, donc d'avoir ce genre de choses, je crois que c'est quelque chose que les joueurs, ça leur plaît de pouvoir enchaîner. Par contre, Chalon, je pense qu'ils vont être revanchards, c'est une très bonne équipe, on a vu le talent qu'ils ont sur plusieurs postes. Il faut que nous, surtout, qu'on commence le match au milieu du niveau défensif et qu'on le maintient sur les 40 minutes.
Tu parlais des playoffs. Ça reste un objectif, de toute façon, c'est l'objectif qui avait été fixé. Yves en avait dit un mot en début de saison. Nous, on reste sur cet objectif playoff. Vous, j'imagine qu'en interne aussi, vous vous êtes fixé un objectif personnel qui a la question du classement, et puis cette perspective du Final 8, ce qui est une formule un peu particulière cette saison. Donc est-ce que tu peux nous dire quels sont les objectifs d'ici la fin de saison régulière, et comment va se dérouler le Final 8 si jamais nous y sommes? Mais pour moi, très clairement, même si on est 8e, je pense qu'il ne faut pas... Au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas se satisfaire de ça. Je pense on a des séries de matchs où on peut penser, on a des matchs de retard sur plusieurs équipes qui sont devant nous. Et quand je dis de retard, il y a des matchs qu'on n'a pas joué, que certaines équipes ils ont plus de matchs donc déjà enregistrés. À nous de convertir ces matchs manquants en victoire pour grimper. Mais je pense que donc ça fait partie des objectifs, et je sais c'est partagé par le staff et par les joueurs, de monter, de chercher des places plus hautes pour peut-être faciliter le tirage sur un final 8 éventuel. Après, on sait tous que cette saison, des fois, il va falloir s'adapter. Peut-être il va y avoir des matchs qui ne sont pas faits ou des journées qui ne sont pas complètes qui vont encore chambouler ce classement. Mais très clairement, si un Final 8 qui a eu lieu, c'est fin juin, pour l'instant. J'attends que tout soit validé, mais pour l'instant, on se projette, si on reste là où on est, ou plus haut sur la dernière semaine de juin, avec un temps entre pour des matchs de rattrapage, s'il y a des journées qui ne sont pas complètes. Donc c'est encore... mais bon, on a appris depuis un an et quelques à être flexible, à s'adapter. Et j'aimerais féliciter encore les gars qui sont très sérieux dans le travail malgré le contexte. Même si on a eu quelques problèmes de Covid dernièrement, globalement, et je pense tout le monde dans la vie de tous les jours, on sait tous qu'on doit vivre avec ça. Mais ici, dans le contexte sportif où on travaille, où on est obligé de voyager, où on se voit beaucoup, je pense qu'on s'en sort pas mal dans la vie du groupe tel quel. Dernier point, avant de passer aux questions des supporters. Comment tu prépares aujourd'hui la saison prochaine? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on n'est qu'à la mi-saison finalement, donc il reste encore beaucoup de matchs. Il nous reste 13 matchs en phase régulière, mais il n'empêche qu'on est quand même au mois de mai. Donc comment tu fais pour préparer cette saison? Non, mais les préparations des saisons suivantes, c'est déjà commencé depuis septembre. C'est un travail de tous les jours presque. C'est des discussions avec le staff. On travaille en cellule restaurant beaucoup même avec Yacine Awadi, mais bien sûr avec l'implication du staff technique, avec Mehdi, Romain et Benjamin. Donc on a nos listes qui évoluent au fur et à mesure. On est en veille aussi permanente par rapport des éventuelles blessures qui peuvent arriver, où il faut réagir vite. Et jusque-là, je pense qu'on était assez performants là-dessus aussi. Mais pour la saison prochaine, sur la base qu'on a des joueurs sous contrat, on a déjà un peu notre socle JFL déjà, plus un ou deux autres, sur lesquels on va voir cibler des postes. Et on sait déjà où ça peut être. On va décider des joueurs qu'on va essayer de conserver aussi. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce travail-là, mais c'est vrai qu'on a des agents maintenant qui sont en train de voir. Dans une année normale, c'est la période où les choses sont déjà bien avancées ou en train de se conclure. Mais on sait très bien qu'on juge, c'est ce qu'on dit toujours. Il faut bien, pour un joueur professionnel, il faut bien commencer les saisons, il faut bien les finir. Donc pour s'imposer dans une nouvelle équipe et pour marquer un peu son territoire, et aussi pour marquer les esprits à la fin. Donc tout ce qu'on pourrait dire maintenant par rapport à notre effectif et par rapport aux joueurs qui nous intéressent, on sait très bien, sur un tiers de saison, en gros il nous reste sur les 13-14 matchs qui nous restent, c'est 3 mois de championnat, normalement. Donc, et bon, on sait que beaucoup de choses peuvent se passer dans ce temps-là. Donc, on travaille nos listes, on est en contact avec des agents, mais je pense cette année, encore plus que des autres années, le recrutement risque d'être retardé.
de voir comment ça se passe l'été, de voir ce qui se passe à la rentrée. Donc je vais demander un peu de patience pour nos supporters et nos journalistes locaux. S'il n'y a pas des nouvelles marquantes, je sais que c'est des choses qu'on attend avec impatience toujours, mais d'abord on va se tâcher de bien finir la saison avec l'équipe qu'on a qui me plaît beaucoup. Il reste beaucoup de travail, mais on est focalisé surtout là-dessus pour l'instant. Merci Crawford. Si je peux Oui. me permettre, je Oui. voulais juste seconder et mettre en valeur, même si je crois que c'est très bien que Claudie a pu en parler du centre de formation, il y a un vrai gros travail qui a été fait cette année. Ça a commencé l'année dernière, un vrai gros travail. J'aimerais féliciter et Claude et Olivier Chaume, des bénévoles autour, Arnaud Tessier, qui fait un super travail dans les aspects qu'on lui a demandé de faire. Ça veut dire développement technique individuel de ses joueurs. Il a fallu nettoyer un peu l'effectif, ça a été fait. Ça crée un vrai esprit d'équipe, un vrai esprit de corps qui envoie des résultats. Le tournoi de futur, ce n'était pas un objectif marquant du début de saison, mais c'est le résultat, si on a la chance d'y être. Et ça ne sert pas de la chance, ça sert vraiment le résultat d'un vrai travail, mais si jamais on y est, ça sert à une juste récompense pour ces gamins et le staff qui a fait ce qu'il fallait pour au moins se donner la chance d'y être. Absolument. Merci. Julie, est-ce que nous avons des questions, s'il te plaît? Comment gérer 3 pivots de très bon niveau? Y a-t-il vraiment une place pour Griezmann? Il va falloir que j'appelle Mehdi pour voir. Non, c'est très clair. Je pense, 3 pivots. Bon, je sais que c'est un sujet sensible à Limoges, parce qu'il y a quelques saisons, c'était un vrai sujet qui a pu poser des problèmes. Pour moi, avec l'enchaînement des matchs, d'avoir un effectif un peu plus assez large, avec 3 pivots, c'est pas trop. On a Mathieu Lampe qui peut vraiment, il a fait le plus grande partie de sa carrière en poste 4. Donc ça nous amène d'autres options, d'autres possibilités. On n'a pas tenté le coup encore et on verra, mais ça sera plus le travail de l'équipe technique, savoir si Bruno Caboclo il peut se décaler aussi en poste 3. On voit que Hugo Invernizzi il est très bien en poste 3 aussi. Donc ces options-là, bon, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas à l'abri des pépins, des matchs ils vont s'enchaîner. Donc pouvoir tourner et reposer des joueurs par moment, mais c'est clair que Griezmann, bon, il a montré qu'il était capable, comme il a fait à Cholet, de nous sortir des vraies performances, mais à lui de travailler, c'est clair que bon, c'est le sport professionnel, il y a de la place pour ceux qui sont performants, et Griezmann, on est content de lui, lui de montrer qu'il peut gagner des minutes. Une autre question? Est-ce que la masse salariale sera toujours encadrée la saison prochaine? Est-ce que le masse salarial sera toujours encadré? C'est vrai que c'était plutôt intéressé à la question. Il faut savoir que l'encadrement de la masse salariale, il avait été décidé l'an dernier pour toutes les équipes, compte tenu de la situation Covid. Il est probable que sur la saison prochaine, il y a aussi une décision de la DNCCG qui encadre toutes les masses salariales de tous les clubs pro de la LNB. Donc ça, pour l'instant, on n'a pas d'indication. De toute façon, nous, c'est la politique que l'on a depuis 2 ans, c'est d'être hyper attentif au respect de la masse salariale. Elle est fixée, on est en train de la fixer actuellement, et on donne un chiffre à Crawford, et on lui dit de se tenir à ce chiffre. Donc c'est la politique que l'on essaye de suivre depuis 2 ans, et je pense que l'année prochaine, ça sera la même chose. Bon. Comment pouvez-vous préparer le budget pour la saison prochaine avec toutes les incertitudes qu'il y a à l'heure actuelle? Il y a beaucoup d'incertitudes, justement. Donc déjà, il y a 2 étapes. La première étape, c'est finaliser cette saison. Et donc, il y a un atterrissage budgétaire à faire. On en reviendra peut-être aussi quand on parlera des questions administratives. Mais il y a cet atterrissage budgétaire
parce qu'il faut finir cette saison le mieux possible, et ensuite se pose la question de savoir quel sera le budget pour l'an prochain. Donc c'est sûr qu'il y a encore des incertitudes, et on espère qu'au fil du temps, avec les annonces du gouvernement, on a un peu plus de visibilité, et notamment sur le retour du public, parce que nous, il était essentiel pour construire un budget que l'on sache exactement quel nombre de personnes on peut recevoir dans la salle, et le budget il sera construit sur ces bases-là. Bruno et Mathieu sont deux bonnes recrues. Comment le club fait pour s'offrir les services de ces deux joueurs dans une saison comme celle que nous vivons à l'heure actuelle? Bon, mais ça revient un peu sur les questions précédentes par rapport à la masse salariale encadrée. Ça veut dire, bon, j'ai vu des choses passer sur les réseaux comme quoi ça voulait dire que peut-être le club a trouvé l'argent quelque part. De façon magique pour le faire, mais avec cette masse salariale encadrée, il fallait qu'on fasse avec ce qu'on avait. Ça veut dire ces deux joueurs, c'était vraiment des opportunités de marché. Tu sais, il y a des moments dans le marché où il y a des joueurs qui sont disponibles, qui veulent se finir les saisons, chacun pour ses raisons. Ces deux joueurs étaient dans ces cas-là. Donc on a vraiment déjà eu la chance qu'ils soient disponibles au bon moment, mais ils sont rémunérés avec des indemnités des joueurs blessés qui remplacent. Donc il n'y a pas eu ou très peu de dépassement de ces indemnités-là pour ces deux joueurs-là. Donc je pense que c'est encore plus, je ne vais pas dire remarquable, mais ça montre déjà qu'on a réussi quelque chose. On a eu la chance aussi de pouvoir les intéresser. Parce que c'est très clairement par les finances, en moins vis-à-vis de leurs prestations ou leur rémunération par le passé, qui leur a fait faire venir. C'est-à-dire ils voulaient finir la saison quelque part. Pour Bruno, c'était se lancer en Europe. C'est une raison que ça sera très difficile pour le garder pour l'année prochaine, même si on va tenter le coup. Et Mathieu, c'était vraiment le bon moment, le profil qu'on avait besoin, qui venait de finir avec son équipe en Pologne, qui était en Europe pour éviter les 7 jours d'isolement, qui était European Bossman, c'est ce qu'il fallait. Donc, et encore une fois, moi je vais le répéter comme lui le répète souvent, il est très en dessous de ses rémunérations normales pour pouvoir continuer à jouer au basket. Il était content de venir en France, mais c'est très clairement d'avoir ces deux joueurs-là à ce moment de la saison, on peut être très satisfait. Le travail se fait à budget constant, comme tu le disais. On a des systèmes d'assurance pour les joueurs blessés. Donc ces assurances, elles sont mobilisées pour recruter des joueurs. Alors, on peut toujours se dire on aurait pu faire l'économie justement et garder l'argent des assurances, sauf qu'il y a un moment ça pose un problème sportif aussi. Donc le bon équilibre, c'est de trouver l'équilibre entre les nécessités et les objectifs sportifs et puis les obligations financières. Donc, là en l'occurrence on t'avait fixé ce cadre qui était de ne pas dépasser ces enveloppes-là, et c'est parfaitement rempli ta mission. Super. On travaille à budget constant. On verra ça sur la suite de la saison. Merci Crawford. Merci. Troisième partie de notre émission, réservée aux questions financières, administratives, sur la vie du club. Donc Claude nous a rejoint en tant que qualité de membre du directoire. Yves, on va tout de suite attaquer le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous donner des nouvelles du club en ce mois de mai ? Avec grand plaisir. L'étrangeté de la situation impacte toutes les entreprises, hein, donc ça c'est pas un scoop. Et nous, à ce titre-là, eh bien également nous avons des incertitudes et des difficultés à surmonter au quotidien. Donc on a vu que sur le plan sportif, sur le plan du centre de formation, c'était aussi un défi quotidien. Eh bien pour l'entreprise, c'est du même acabit. Alors, nous savons que, en raison du huis clos, des mesures d'accompagnement sont en vigueur. Nous en bénéficions, mais cela ne comble pas la perte de chiffre d'affaires engendrée par cette situation. Donc oui, nous avons beaucoup d'incertitudes, puisque les prestations qui sont proposées à nos partenaires, à nos supporters, eh bien, sont incomplètement servies.
Ce qui fait que, comme nous vous l'avions écrit en cours de saison, nous serons amenés à faire un bilan à la fin de celle-ci pour voir dans quelle situation nous sommes et comment nous pouvons envisager la prochaine saison avec chacun d'entre vous. Alors je reviendrai un petit peu sur des points qui ont été évoqués. La masse salariale, donc il est important que vous sachiez effectivement que celle-ci est encadrée et que nous sommes dans les clous. Vous savez que nous portons une attention toute particulière sur la partie financière en raison de la situation dans laquelle le club s'est trouvé lorsque nous sommes... Enfin, comment nous avons trouvé le club à notre arrivée. Effectivement, l'encadrement de la masse salariale est fort probable pour la prochaine saison, mais la direction du contrôle de gestion de la LNB va également étendre ses contrôles, pas simplement sur la masse salariale, probablement sur d'autres critères de gestion du club, qui peuvent être purement liés à la structure financière, mais aussi à la structure capitalistique, enfin plusieurs points qui sont à l'ordre du jour et qui seront donc des critères de fonctionnement contrôlés par la Ligue nationale de basket. Donc ça, il faut s'y préparer. Bon, c'est très bien, puisque depuis 2 ans, nous fonctionnons avec ce type de politique, et que ce sont des points que nous suivons tout particulièrement. Concernant cette saison, nous sommes à un tournant, puisque sur le plan sportif, on a vu que tout s'accélérait, que tout est possible encore. Sur un plan sanitaire, on a vu que nous sommes dans une phase où on va recommencer à venir au stade, donc c'est magnifique, il faut s'y préparer. Il y a beaucoup de questions en suspens, le pass sanitaire, le couvre-feu, comment accueillir nos spectateurs, nos partenaires, les prestations qui sont liées à la présence au stade. Donc tous ces points-là sont encore à travailler. Les équipes sont en ordre de marche pour pouvoir les mettre en œuvre. Et surtout, on attend plus de clarification sur ce qu'elles contiennent, ces mesures, puisque là, encore une fois, nous sommes, et c'est la situation qu'il veut, en position de découverte jour après jour. Voilà, donc on le voit, un cap à passer important cette saison, où il sera important que tous nous soyons conscients des difficultés financières de tous les clubs, y compris le CSP, et que donc on aura besoin, encore une fois, de votre solidarité. Voilà ce que je peux dire sur la situation du club. Ouais. Tout est sous contrôle, mais beaucoup d'incertitudes encore. Oui, beaucoup d'incertitudes, mais comme tu le disais, on a quand même cette perspective du retour du public dans les salles, qui a été annoncé un peu de manière surprenante la semaine dernière, qui nous a tous pris de court, mais il n'empêche que pour nous, ça reste quand même une bouffée d'oxygène énorme, et que ce soit les joueurs, le staff, et puis je pense tous les supporters, tout le monde aujourd'hui attend ce retour dans les salles. Donc on sait, on a une date, c'est cette date de mai, qui en fait nous, ça se traduira par notre premier match avec du public, ça serait le 22 mai contre Monaco. Je préfère utiliser le conditionnel parce qu'on ne connaît pas encore les conditions. Comme tu le disais, Yves, on ne connaît pas encore exactement les conditions dans lesquelles on va pouvoir revenir. Il n'empêche que nous, on s'est mis en ordre de bataille depuis le début de la semaine pour faire en sorte qu'on puisse accueillir tous nos partenaires, tous nos abonnés, tous nos groupes de supporters dans le stade. Alors, bien sûr, tout le monde ne pourra pas accéder à tous les matchs. 800 personnes, la jauge à 800 personnes, en sachant qu'on a à peu près 2600 personnes qui avaient, entre les partenaires, les abonnés, les groupes de supporters. La décision que l'on a prise, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse voir au moins un match, que tout le monde puisse revenir à Beaublanc avant la fin de la saison. Il y aura un cas particulier, c'est notre dernier match qui pour l'instant est programmé le 15 juin, qui est le match contre Le Mans, puisque les annonces qui ont été faites laisseraient entendre que l'on pourrait avoir une jauge qui serait plus élevée pour ce dernier match-là. Peut-être une jauge, donc la jauge annoncée c'est 5000 personnes, on ne pourra pas mettre 5000 personnes de Beaublanc parce qu'il y aura
obligatoirement des distanciations physiques, mais on espère pouvoir mettre nos 2600 abonnés dans le stade pour cette date-là. Mais en tout cas, pour les 4 prochains matchs, ce que l'on a décidé de mettre en place, parce qu'il fallait bien faire un choix pour savoir qui irait voir les matchs, ce que l'on a décidé de mettre en place, c'est un tirage au sort. Et un tirage au sort qui sera le plus égalitaire possible et qui aura lieu en début de semaine prochaine, qui sera suivi, que vous pourrez suivre sur Twitter et sur nos réseaux. Ce tirage au sort, il consiste à prendre par travée. Donc on a sélectionné par travée pour éviter que les familles ou les groupes d'amis soient séparés. On a préféré considérer que dans une travée, tout le monde pouvait en fait se réunir. Donc on va séparer Beaublanc en plusieurs travées, garder ces travées-là, et faire un tirage au sort, un peu comme on connaît les tirages au sort sur la BCL ou sur l'Eurocup, avec des chapeaux. Et donc, quelqu'un qui est en travée 2 sera tiré au sort pour aller voir le match contre Boulazac ou contre Monaco. Et donc, ce tirage au sort permettra à tout le monde d'aller voir un match. Ça sera un tirage, c'est une solution qui est égalitaire, même si potentiellement elle peut générer des déçus. Nous, ce qu'on espère surtout, c'est qu'elle fasse surtout des heureux dans le sens où au moins, tout le monde pourra revenir voir à Beaublanc. Alors, les conditions dans lesquelles on pourra vous accueillir, elles seront certainement similaires à celles que l'on a connues en début de saison, que ce soit en septembre ou en octobre, et notamment l'expérience que vous avez pu vivre avec le match contre Igokea. Ça sera des entrées par les travées, comme on a connu, du gel hydroalcoolique, les gestes barrières, le masque. On ne sait pas encore si on pourra avoir des hospitalités, si ce sera en intérieur ou extérieur. Tout ça, ça reste un peu flou, mais il n'empêche que le plus important, c'est quand même de pouvoir revoir du public, que vous puissiez revenir à Beaublanc. Et surtout, et ça c'est une attente très forte des joueurs, c'est que vous puissiez les soutenir, parce qu'ils savent que vous êtes présents derrière vos écrans, que vous suivez sur les réseaux sociaux, mais il n'empêche que ce qu'ils ont envie d'avoir, ce sont vos cris et vos cris de soutien. Et donc, à partir de Monaco, le 22 mai, on va enfin pouvoir de nouveau entendre le cœur de Beaublanc battre. Donc merci à vous et on vous attend avec impatience. Julie, est-ce qu'on a quelques questions de supporters ? Il y a eu plusieurs ruptures de stock sur des produits craft sur la boutique en ligne. Qu'est-il envisagé pour améliorer cela ? Alors, d'abord, c'est bon signe. Quand il y a des ruptures de stock, ça veut dire qu'il y a beaucoup de demandes. Il faut savoir qu'on a un nouveau prestataire depuis le début de la saison, qui est la société Osport, qui gère la boutique. Donc nous, ce n'est pas le CSP qui gère, mais il n'empêche qu'on peut quand même répondre, parce qu'on a échangé beaucoup avec eux depuis la mise en place de la boutique. Ils ont repris la gestion de la boutique à un moment un peu délicat, c'était le confinement de novembre. Donc ils ont fait en sorte que la boutique soit approvisionnée. Vous avez pu trouver des produits pour les périodes des fêtes de Noël. Il y a eu des disponibilités aussi sur le site internet, mais je pense qu'ils ont été aussi un peu surpris par la ferveur que pouvaient représenter les produits du Limoges CSP, et ils en sont agréablement surpris, et donc ils ont compris qu'il allait falloir mettre un peu plus de quantité à disposition, que ce soit dans le store ou sur la boutique en ligne. Donc ça veut dire que dès que la boutique pourra réouvrir, et si je ne me trompe pas, ça sera cette date du 19 mai qui sera retenue pour la réouverture des boutiques. Donc dès que la boutique pourra ouvrir, vous pourrez retrouver des produits dans notre magasin qui est situé rue Ferry. Et puis, vous allez avoir un nouveau site internet qui va arriver certainement en début de saison prochaine, qui sera beaucoup plus fluide, beaucoup mieux présenté, et qui permettra aussi d'acheter des produits en ligne, et notamment, on pense à tous les expatriés, et notamment notre groupe de supporters à Paris qui nous suit et qui nous soutient. Avez-vous envisagé de changer de prestataire pour la bière en vue de la réouverture de Beaublanc au public ? Alors, déjà, je rappelle qu'il faut consommer de l'alcool avec modération. C'est important. La question de la bière, bien sûr, c'est une question qui est récurrente, que j'entends beaucoup depuis 2 ans. Alors, je me permets de répondre. Yves aussi. Même le micro est très... Tu vois, il en a bu trop de la bière. Donc, si vous voulez consommer de la bière au Palais des Sports, c'est toujours avec modération. Il n'empêche que c'est une question qui est importante, un sujet qui me tient à cœur. Et je vais annoncer, alors ça va être un scoop, parce qu'on en avait parlé déjà avec quelques groupes de supporters. Je pense que, puisque cette question de la bière, elle pose problème visiblement,
À mon avis, il faut organiser une dégustation avec des supporters qui seront choisis au hasard. On prendra un panel de consommateurs et puis on fera en sorte de choisir quelle sera la bière des supporters. Alors ça ne veut pas dire qu'on va supprimer la bière qui est actuelle parce qu'elle satisfait aussi un certain nombre de personnes, mais peut-être qu'on va réserver un corner ou 2-3 becs de bière à cette bière des supporters qui sera choisie. Donc dès que la situation sanitaire s'améliorera, c'est une promesse que je fais. On organisera un groupe de supporters pour choisir la bière des supporters. J'aimerais bien être tiré au sort. Tu pourras superviser si tu veux. Tu feras juge. Il y a une autre question. Pas d'autres questions. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve en début de semaine prochaine pour le tirage au sort, pour que vous puissiez savoir qui viendra sur quel match à Beaublanc. On a hâte de vous retrouver et ça veut dire qu'on va enfin ne plus être loin des yeux et près maintenant, on sera près du cœur, près des yeux et on se retrouve très vite. Merci à vous tous.